Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bienvenue sur RCN, vous êtes dans l'émission Écran large. Aujourd'hui, on reçoit un passionné, un historien d'un cinéma américain, de voix off connue. J'ai nommé Christophe Morin, qui a un travail dans le civil, puisqu'il est manager d'un magasin. Mais dès qu'il sort de son travail, il mue et devient un mutant du cinéma. C'est un homme qui dort très peu. Il travaille d'arrache-pied sur différents projets artistiques. Il est constamment en relation avec Robert Conrad, alias James West des Mystères de l'Ouest. Il est d'ailleurs le président ou le coprésident de l'association Les Mystères de l'Ouest. Il est tellement proche qu'il est un fervent et assidu auditeur de son émission à Los Angeles sur la radio CRN. Tous les jeudis à minuit, heure française. C'est un ami aussi de la première femme de Steve McQueen. J'ai nommé Neil Adams, avec qui il a noué de très beaux liens. Quel chanceux, il s'occupe de plusieurs sites aussi sur Facebook. En l'honneur de ses stars préférées, Christophe, c'est un historien né, la passion dépasse l'entendement. C'est tellement beau, le patrimoine cinématographique est dans de très bonnes mains. Le 7e art ne peut qu'évoluer aisément avec des personnes de cet acabit. On le remercie pour ce travail de l'ombre qui sans cesse est remis au goût du jour, grâce à lui. Vous avez entendu la bande originale de la série des Mystères de l'Ouest, composée par Richard Markovitch en 1965. Alors mon cher Christophe, bonjour. Bonjour. Écoute, alors tu vas un peu nous expliquer ton enfance, d'où viens-tu, etc. Explique-nous un peu tout ça. Oui, en fait, moi, donc, je suis né en décembre 67. Je suis issu d'une famille essentiellement d'ouvriers, de fonctionnaires, parce que mon grand-parent était dans la police, et puis mon oncle aussi, il a été après ça a fait ce parcours-là. Moi, je viens donc de la ville d'Orléans, dans le Loiret, et donc j'ai eu une enfance, je ne vais pas dire malheureuse, mais très très heureuse, assez soudée, très famille. Mais malheureusement, j'avais un père qui était absent parce que son métier faisait en sorte qu'il devait partir de la maison pour son travail, donc je l'ai pas tellement vu. J'ai pas eu tellement de relations avec mon père, en fait, si on veut dire. D'accord. Ta maman était plus présente, donc. Voilà, c'est plutôt ma mère à qui je dois mon éducation et tout le reste, parce qu'elle était tout le temps présente. Et, du soir au matin, elle s'occupait de nous. J'ai un frère, donc elle s'occupait de mon grand frère et moi-même. Voilà, c'était nous son centre d'intérêt, en fait. Bien sûr. Donc, deuxième question, justement, explique-nous ta passion pour le 7e art, et c'est pas un hasard, parce que comme tu me l'as dit souvent, tu étais assez seul, il fallait que tu trouves quelque chose de bien précis pour t'occuper, et tu t'es lancé dans le cinéma. Oui, voilà, en fait, moi, comme je disais, je suis un enfant donc un peu solitaire, parce que j'ai pas les mêmes centres d'intérêt que mon frère. Et donc moi, je suis surtout un enfant de la télé. Je me suis passionné grâce au petit écran, et je me suis forgé ma culture grâce au cinéma et à la télévision. Donc voilà, c'est mon essence même à moi. C'est la télévision, le cinéma, la télé, le petit écran, quoi. Bien sûr. Alors comment as-tu commencé tes différents intérêts cinématographiques, justement? En fait, c'est tout simplement par ma solitude, en fait, quoi. Donc j'étais attiré par le petit écran, les séries télévisées qui étaient diffusées dans l'émission La Une est à vous, présentée par Bernard Gollet. Donc moi je ne manquais pas aucune émission présentée à l'époque. Donc c'était le samedi. Donc je passais tout mon samedi devant le petit écran. Et c'est né de là, quoi. Donc tout à l'heure on a entendu le générique des Mystères de l'Ouest. Donc c'est surtout ça qui m'a bercé, ce charisme que dégage Robert Conrad à l'écran. Et donc je voulais
aller plus loin dans ce qu'il avait fait. Donc je me suis intéressé à son parcours, voilà, à sa carrière, voilà. Bien sûr. Donc voilà, pourquoi pas Cosmos 1999, pourquoi pas une autre émission, Les Mystères de l'Ouest, et plus tard Steve McQueen. Oui. Alors écoute, alors justement, explique-nous ta passion pour Steve McQueen. Pourquoi Steve McQueen? Bah en fait moi je me suis un petit peu analysé comme ça en disant voilà c'est un peu comme beaucoup de monde, Steve McQueen c'est un peu un père de substitution, comme je disais tout à l'heure que mon père était beaucoup absent sur les routes à cause de son travail. Bien sûr. Et moi je suis tombé sous le charme de Steve McQueen en me disant voilà c'est vraiment l'image du père que j'aimerais avoir et que voilà que je n'ai pas, et que voilà je me suis fait toute une idée sur lui, quoi. Bien sûr, ben, d'ailleurs tu sais que c'est un enfant de la DAS à la base. Oui. Et bon, toi t'es pas de la DAS, mais c'est vrai qu'il était très seul aussi. Oui. Et je pense que vous avez un destin un petit peu similaire, si on peut dire, parce que quelque part il a été très vite seul, et d'où son entrée à la DAS. Et lui, il est arrivé ce qui est arrivé après, d'arriver à cette carrière magnifique que l'on connaît. Donc voilà. Et toi, ta passion, alors pourquoi Les Mystères de l'Ouest? Pourquoi pas une autre série? Bah, je suis tombé sous le charme déjà j'aimais beaucoup le western à l'époque. Il y avait beaucoup de westerns qui passaient dans les salles de cinéma, à la télévision. Bien sûr. C'était la grande époque du western. Et moi, je suis tombé dedans. Plus en même temps le jumelage avec la science-fiction que j'aimais aussi. Donc je suis tombé c'est un peu une magie, quoi. Je suis tombé dans la magie de ce mélange là, et ça m'a vraiment passionné, quoi. Mais ça me poursuit toujours d'ailleurs, de toute façon. Oui, parce que je sais que tu es souvent, je te vois, je connais ton parcours, tu es souvent sur des festivals de séries, tout ça. Oui. C'est vrai que tu es un vrai passionné de l'ombre, mais justement, après, tu n'es plus dans l'ombre quand tu es sur un festival, et on voit Christophe Morin et tout son travail. Alors, oui, je disais tout à l'heure, tu es en préparation quand même d'un livre sur Steve McQueen, tu peux nous en parler aussi? Oui, en fait, je veux pas trop en parler parce que c'est une comment dire, un angle très très différent de ce qui a déjà été publié, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont publiés sur lui. Bien sûr. Et moi, j'ai un angle différent auquel je veux garder comment dire, l'anonymat aussi, pour l'anonymat, pas en parler de suite, quoi. Voilà, je voudrais pas dévoiler parce que j'ai peur qu'on se faufile dans ce voilà. Et donc oui, en fait j'ai beaucoup de recherches depuis que je suis petit. J'ai fait beaucoup de recherches. Je découpais des programmes télé que j'ai toujours déjà dans mes archives. Et j'avais du temps, ayant beaucoup d'archives, j'ai voulu faire quelque chose sur lui qui n'avait jamais été fait. Bon, bien sûr, il y a toujours les biographies, les filmographies, c'est du classique, mais ça se sent en petit entrefilet dans le livre que j'essaie de faire. Bien sûr. Et comme j'ai eu la chance aussi de rencontrer sa voix française, Monsieur Jacques Thébault. Jacques Thébault, bien sûr. Ouais. Et il m'a fait donc l'honneur de son amitié, et je lui avais demandé à l'époque, parce que maintenant il est décédé, ça va faire 2 ans. Bien sûr. À l'époque, il m'avait fait la surprise. J'avais demandé de me faire une préface, puis il avait pris ça comme ça à la légère, et il me l'a réalisé. Donc il me l'a écrit, il me l'a même enregistré avec sa voix. Et donc ça, je voulais ce sera vraiment la page de préface vraiment qui a une grande valeur pour moi, quoi. Bien sûr. Alors, j'ai vu que tu as assisté à une expo bien particulière à Paris, justement, la voiture du film de Bullitt, et il y était exposé, et tu as eu une interview, explique-nous, par une chaîne bien connue, hein. Oui, en fait, il y avait donc l'exposition, c'était une exposition sur Steve McQueen à Paris, c'était l'année dernière, donc justement en cette période-là, ça fait 1 an jour pour jour. Il y avait donc beaucoup d'archives de lui qui étaient exposées, enfin surtout des photos, des affiches de films, et donc la voiture, c'était une copie de la voiture de Bullitt, la Mustang. Et donc étant donné que c'était sur Paris, il y a la chaîne BFM TV qui est venue interviewer sur place. Donc il y avait moi, il y a eu bien sûr l'organisateur, Monsieur Golupo. D'accord. Et un grand artiste que le public doit connaître aussi, c'est Jean Mulatier. C'est un très très grand caricaturiste qui a beaucoup de cordes à son arc. Et il avait fait des œuvres justement spéciales pour l'exposition.
Et donc nous avons été interrogés tous les trois, quoi, en fait. Bien sûr. On avait la possibilité quand même de rentrer dans le véhicule Non, on ne pouvait pas l'approcher. Il était quand même sécurisé avec des bandes, des barrières. Bien sûr. Parce que même si c'était une copie, c'était une très 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 belle voiture, quoi. Oui, c'est pas la vraie qui est devant la Maison Blanche en ce moment, hein. Non, c'est une copie. C'est une réplique, oui. D'accord. Alors, évidemment, c'est presque logique. Tu as une très très belle relation avec sa première femme, Neil Adams. Explique-nous un peu alors son contact. En fait, c'est grâce aux réseaux sociaux, parce qu'en fait j'ai créé un site, le site français sur Steve McQueen. D'accord. Et donc avec beaucoup de personnes qui se sont avérées être des amis du coup virtuels et qui sont devenus au fil de l'eau des amis comme Jean Muletier dont je parlais tout à l'heure, qui m'a contacté grâce à ça. Neil Adams aussi, parce que il y a une artiste qui s'appelle Natacha Toutain qui fait beaucoup de tableaux d'artistes et essentiellement elle avait fait une année une exposition sur Steve McQueen. Oui. Et elle m'avait convié au vernissage et donc moi je suis venu avec un ami, j'étais venu et elle m'avait fait part comme quoi Neil Adams malheureusement devait venir mais c'était décommandé. D'accord. Et malheureusement j'étais un petit peu déçu, mais bon. Et l'année d'après elle avait fait la même chose que sur Steve McQueen, elle a fait sur Alain Delon. Et là, par contre, c'était sur les Champs-Élysées, c'était au Fouquet's, le vernissage, donc elle m'avait convié également, donc je la remercie encore avec du retard aussi peut-être, mais je la remercie quand même, parce que ça m'a fait connaître justement, rencontrer Neil, parce qu'en fait, le jour du vernissage, donc tous les photos, il y avait plein de photographes qui étaient dans le Fouquet's, et moi j'attendais avec tout le monde, prêt à mitrailler la star qui devait arriver, et puis à un moment au bout de la salle, je vois une petite dame arriver sous le bras d'un homme qui en fait s'avéra être un ami aussi grâce à Facebook. Il s'appelle Claude Dudouis. Oui. Il vit aux États-Unis là-bas, donc il l'avait accompagné cette petite dame-là, et je me mets à vraiment avoir les yeux exorbités et puis à trépigner comme ça. Puis il y avait des photographes à côté de moi qui me disent mais qu'est-ce qui se passe, qui c'est? Mais je dis c'est la première femme de Steve McQueen. Alors tout le monde a pris ses appareils, ils l'ont mitraillé. Et après je me suis un petit peu avancé, un ami m'a pris en photo avec elle, je me suis un petit peu présenté, elle m'a dit que oui, qu'elle connaissait mon travail, donc ça m'a enchanté, puis elle m'a fait une petite dédicace, voilà, et puis après maintenant je suis sa progression. Maintenant c'est une femme de 86 ans, là pour la petite anecdote, elle a eu son anniversaire le 10 juillet, là, et puis je me suis lancé, j'avais son numéro de téléphone, je l'ai appelé, ça m'a fait un grand plaisir. Elle était très 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 surprise et en même temps contente que quelqu'un l'appelle comme ça. Voilà. D'accord. Vous avez pu entendre la bande originale du film Bullet, sorti en 1969, composée par Lalo Schifrin. Nous sommes toujours avec Christophe Morin.
Alors Christophe, écoute, parle-nous de ton intérêt aussi de la voix off. Quand on est enfant, en fait, on se rend pas compte que quand on regarde les films, que ce sont pas les acteurs qu'on regarde à l'écran qui parlent avec la voix française. Nous, on s'imagine gamin que ce sont des Français qui jouent. Et en fait, en se penchant, en disant tiens, ce film-là, c'est un film américain, c'est bizarre. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un grand travail de comédiens doubleurs en fait qui prêtent leur voix et ça m'a passionné. Donc, je sais pas si vous avez fait la relation. Robert Conrad, moi Steve McQueen, et ça m'a interpellé. J'ai dit c'est bizarre, et il a la même voix, c'est bizarre. Et en fait, c'était donc le même acteur dont je parlais tout à l'heure, Jacques Thébault, qui prêtait sa voix avec brio sur ces deux acteurs-là, et bien d'autres, bien sûr. Bien sûr. Ben, écoute, comme toi, moi j'ai toujours été attiré par ce métier. C'est pour le moment, le seul métier que j'ai pas fait dans le cinéma. C'est vrai que c'est un métier passionnant. On remarque souvent que des voix reviennent et souvent la voix française qui parle est sur plusieurs comédiens américains en général. Et là, Jacques Thébault, on voit bien que oui, il en a fait plein. Et justement, on s'aperçoit qu'il avait une très belle voix puisque il a justement prêté la voix à plein d'acteurs. On le dira après, justement, on en parlera. Oui. Mais toi, ta relation avec lui, c'est comment tu le rencontres, lui? Bon, en fait, j'ai un ami qui habite en Normandie et on avait appris que ce monsieur habitait en Normandie à l'époque. Et en fait, on l'a contacté parce que tout bêtement sur les pages, sur les annuaires, il y avait son numéro de téléphone. On s'est lancé, on a pris rendez-vous avec lui. Ça s'est passé moi c'était en quelle année j'ai un petit doute, mais il y a 4-5 ans. D'accord. Voilà, c'était en 2012, en octobre 2012. Donc on avait pris contact avec lui et je vous parlais tout à l'heure de Jean Mulatier qui est grand caricaturiste, qui lui a une carte de presse. Donc on a voulu ne pas ne pas le choquer. On est passé par des réseaux comme ça, comme officiels, quoi, comme étant donné qu'il a une carte de journaliste, on est passé par lui pour le rencontrer. Donc on a été chez lui pour l'interviewer et il nous a accueillis chez lui comme ça à bras ouverts, presque en nous disputant de pas l'avoir contacté avant. Et après, donc du coup, du fait de cette interview qui nous a accordé, il a vu qu'on n'était pas des fanatiques, mais des fans, vraiment des gens respectueux de son travail. Et du coup, on a gardé ce lien d'amitié. J'y allais régulièrement chez lui jusqu'à sa disparition. 2-3 fois par an, j'allais le retrouver chez lui. On allait manger au restaurant. Il nous servait un verre chez lui avant qu'on aille manger dehors. Puis on passait tout l'après-midi avec lui. Donc plein d'anecdotes et puis plein de souvenirs dans mon cœur, bien sûr des séances de dédicaces au début, on se vous voyait, et après les 3-4 prochaines fois qu'on s'est rencontrés, il nous a dit mais pourquoi faut se tutoyer maintenant, puis après on se faisait la bise, tout ça. C'est devenu en fait mon tonton, voilà, je l'appelais tonton affectueusement. Et lui, avec mon ami, il nous appelait les pieds nickelés. Voilà, c'était notre petite, voilà. D'accord. Alors, Jacques Thébault, moi je vais le rappeler, il a été quand même la voix de Humphrey Bogart, Robert Conrad, Steve McQueen. Il a été la voix, rappelez-vous, de la série donc le prisonnier, Patrick McGowan. Oui. Il a été le narrateur de la série des Incorruptibles, quand on entend avant le générique. Il a été la voix sur plusieurs films, j'ai vu ça, de Christopher Lee. Il a été la voix d'ailleurs dans L'homme au pistolet d'or, pardon. Oui. Et après nous avons aussi, et je suis resté, mais c'est vrai, c'est fou parce qu'on s'en rappelle pas sur le moment. Il a été quand même la voix de Roy Scheider, donc la voix du policier des Dents de la Mer. Oui. Et l'autre fois, je regardais un alien, il a été la voix de Bishop, le premier alien, le 8e passager, c'est la voix de l'androïde. Oui, c'est ça. Et il a été la voix de Lucky Luke, la bande dessinée aussi. Tout à fait. C'est dingue. Ce qui est très pas peu connu aussi, il était la voix de Bill Cosby dans Cosby Show. Ça choque beaucoup le monde parce que c'est un acteur de couleur. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et bon, c'était son dernier travail sur lequel il a voulu faire poser sa voix en fait. D'accord, oui. Eh ben, moi, j'ai rencontré il y a pas très longtemps Benoît Alman, qui est la voix officielle de Morgan Freeman, et il est pas du tout noir, puisque c'est un homme bien blanc.
Et donc, oui, mais ils ont des voix justement qui passent très bien Tout à fait. en studio, et donc ça donne, voilà. Ah oui, ils font un travail excellent. C'est des gens de l'ombre, comme moi, tu disais tout à l'heure, je suis un gars de l'ombre, mais eux, c'est encore pire, mais avec du talent derrière. Donc c'est magnifique, comment ils magnifient l'acteur. Et même Jacques Thébault, pour en revenir à lui, il a fait beaucoup. Audie Murphy, c'est un acteur américain, c'est un ancien soldat, et qui a été très très décoré, le plus décoré, et donc pour le remercier, ils l'ont mis sur le circuit du cinéma. Et Jacques Thébault nous disait humblement qu'en fait il l'avait rendu meilleur en fait, en étant sa voix française. D'accord. Parce qu'il disait que c'était un piètre comédien. Était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Fatty Boyington, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. Vous avez entendu la bande originale de la série des Têtes Brûlées, sortie en 76, composée par Mike Post. Alors Christophe, tu as une relation aussi très particulière, et nous avons ce point commun. Oui. Moi, c'était mon acteur préféré de série, et j'espère qu'on va le rencontrer assez vite sur Los Angeles, j'espère. Oui. C'est Robert Conrad, alias James West, alias Jim West des Mystères de l'Ouest. Oui. Alors raconte-nous ta relation, parce qu'alors là, elle est encore très intéressante, puisque tu nous as, enfin depuis que je te connais, tu l'as en moyenne une fois par semaine à sa radio CRN à Los Angeles. Oui, c'est ça. Donc tous les jeudis, une émission radio qui est diffusée sur le web aussi en direct. Donc en heure française, c'est minuit, et il doit être 17h ou 15h aux États-Unis, je crois. C'est ça. C'est en Californie. Et donc j'essaie d'appeler, je réussis toujours à avoir la ligne, et donc c'est une relation très particulière, parce que maintenant je l'appelle une fois pour à chaque fois deux trois questions je lui pose. Donc je l'appelle affectueusement Uncle Bob, comme il souhaite, ou The Duke, comme il aime bien qu'on lui dise. D'accord. Et donc moi il me dit Christophe from France, how are you my friend, tout ça. Donc c'est très gentil, et donc il voit que c'est quelqu'un qui compte pour moi beaucoup, et je lui dis à chaque fois que je conclue ma prestation, mon passage à la radio, je mets jamais de lui dire combien il compte pour moi, et qu'il est très important, et bon, vraiment il apprécie, et on sent sa sincérité dans ses paroles, quoi. Ouais, parce que c'est un gars, il paraît, qui est très gentil. Oui. C'est un gars très humble. Tu as toutes les semaines, donc tu lui poses des questions différentes sur sa carrière. Oui. J'essaye, oui.
Alors on sait qu'en ce moment, depuis nous on le sait parce que toi je suis en relation avec toi et puis toi tu m'en as parlé, il a eu malheureusement un cancer à la prostate. Ouais. Mais il est en rémission quelque part, il est très fatigué mais il reprend petit à petit la forme. Oui. Mais en fait, je sais pas trop si c'est la prostate, je crois que c'est un cancer de la peau. Enfin, D'accord. Bon, c'est une anecdote, mais bon, c'est quelqu'un qui est atteint et qui quand même a une résistance physique. Je sais pas si le public sait aussi qu'il est handicapé maintenant depuis quelques années. Il a depuis 2003 ou 2005, je sais plus exactement. Oui, il a eu un accident. Il a eu un accident de voiture qui l'a rendu paralysé du côté gauche. Donc il a beaucoup de mal à se mouvoir et à se servir forcément de son bras droit. Et quand on sait que c'était un grand passionné de sport et qui le pratiquait aussi, on voit que vraiment c'est sa condition physique, je crois, qui l'a fait sortir qui l'a fait tenir debout encore aujourd'hui, quoi. Parce que quelqu'un de normalement constitué, à mon avis, il aurait passé l'arme à gauche. Bien sûr. Oui, puis je l'ai regardé une ou deux émissions que tu as fait là. Il est fatigué, mais c'est quelqu'un qui a toujours la gouaille pour répondre. Il est fantastique cet homme, hein. Ah oui. Il a un humour, il a une répartie très particulière qui fait que je crois que c'est aussi cette émission de radio qui le maintient, c'est sa petite bouffée d'oxygène à lui aussi pour lui dire voilà, je suis toujours dans le circuit du show business. Et ça l'aide beaucoup les gens qui l'appellent, les auditeurs. Je crois que ça le maintient vraiment en forme. C'est un challenge pour lui toutes les semaines d'être là présent et de répondre en direct aux gens, quoi. Parce que les gens vraiment lui déclarent leur amour et lui ça lui fait beaucoup de bien moralement et sur beaucoup de choses en fait. Oui, alors moi j'ai une grosse affection pour lui parce que moi j'ai été cascadeur au cinéma, donc mes préférés, comme par hasard, Jean Marais, Jean-Paul Belmondo. Ouais. Mais lui, il représente les deux stars qu'on a, même je dirais internationales, parce que Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, je suis désolé, ce ne sont pas que des stars françaises. Oui, et sûr. Quelque part, Conrad, il rassemble les deux, parce qu'il a le côté cascadeur de Jean-Paul et le côté physique magnifique d'Alain Delon. Ah oui, c'est vrai, il a un charisme, c'est inné, ça se travaille pas, ça. Non. Lui, c'est vrai qu'il a c'est un beau gosse en fait, et athlétique en plus, et il a un charisme, comme je disais tout à l'heure, qui est inné, donc ça s'explique pas en fait, ça. C'est la caméra qui l'aime, quoi. Comme Steve McQueen, pareil, la caméra l'aimait. Voilà, il a même pas besoin de jouer quelque chose, c'est lui, quoi. La caméra le sent, voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais quand je vois sa carrière, quand je vois Conrad, il a démarré, donc on connaît tous les deux sa carrière, et c'est vrai que quand je réécoute tous les DVD que j'ai achetés, à un moment on parle de sa carrière physique, et c'est vrai qu'au début, il a fait, donc il était boxeur, hein, on le sait. Oui. Et après, il est venu sur cette série. Alors le casting, on peut le dire, ils sont 30 au casting. 20 au casting, et lui c'est le 18e, et il va être pris pour la série des Mystères de l'Ouest. Oui. Et à l'époque, il rentre dans la série, hein, rappelle-toi, et on nous dit, le producteur commence à avoir des problèmes de budget, il dit, mais les gars, si vous voulez, moi je forme mon équipe de cascadeurs, et je vais faire coordonner les cascades. Alors que c'était pas un cascadeur à la base, c'était un boxeur, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, explique-nous l'entourage des cascadeurs avec qui il travaillait, lui. En fait, il avait une équipe de cascadeurs, c'était des amis à lui, en fait. Il y avait Whitey Hughes en tête, parce que c'était le patron des cascadeurs, si on peut dire. Il avait toute une équipe, il avait Tommy Hoff, il y avait Dick Kanji, et tout ça, c'est des gens qui ont... Même Red West, hein, qui était très proche d'Elvis Presley aussi. Red West, qui était le garde du corps d'Elvis Presley. Tout à fait. Hein, on est d'accord ? Oui. Donc ça, c'est formidable, parce qu'en fait, il a quand il travaillait pas pour l'un, il travaillait pour l'autre, etc. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Et je disais une fois avec toi en discutant que
Il a une fidélité remarquable dans toutes ses prestations. Si on peut regarder, si les gens peuvent se pencher sur sa carrière, dans n'importe quel téléfilm ou série auquel il a participé, il y avait toujours un ou deux cascadeurs qui faisaient partie donc justement de son entourage. On peut dire c'est vraiment ses amis, et il les faisait travailler. Donc je trouve ça remarquable, cette fidélité qu'il a envers ses amis. C'est fou, quoi. C'est justement. Oui. Le même, on va dire la même façon de penser que Jean Marais et que Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, il n'y a pas un moment, quand je parle aux cascadeurs qu'il connaît autour, il a toujours fait travailler, même pour un travail de 2 jours, qui représentait des fois 1 mois de travail, mais s'il pouvait caser un copain, il le faisait de suite. Ah, c'est génial, moi je trouve ça génial. Voilà, et est-ce que c'est l'esprit sportif sûrement, parce que je crois, oui. Conrad, c'est un ancien boxeur. Jean-Paul, boxeur, il a tout fait, hein, les sports, le football. Oui. Il a été gardien de football, il a fait du tennis, il a tout fait. Jean Marais, qui était, alors, lui, pas sportif, mais quand il faisait une cascade, on en a assez parlé avec Michel Berreur, cascadeur très connu aussi sur Paris, avec qui a souvent travaillé avec Jean-Paul, et Rémi Julienne. Mais c'est vrai que tous ces gars-là, ils ont un esprit sportif et ils sont toujours en copains, ils se font travailler ensemble. C'est ça, oui. Donc ça, c'est bien. Alors Conrad, on connaît sa carrière avec les Mystères de l'Ouest, mais explique-nous un peu, après il a fait d'autres séries, mais il y en a une qui est pas du tout connue, que tu m'as fait connaître, qui est la première série qu'il a fait, c'est Hawaiian Eyes. C'est ça. Donc voilà. Ça, alors c'était quoi son rôle là? En fait, c'était une bande de détectives privés, si on peut dire, qui travaillaient dans les îles hawaïennes. D'accord. Ils résolvaient des enquêtes avec ses compagnons, quoi. Il y avait un asiatique, une femme et un américain avec lui, quoi. C'était une équipe de détectives privés, si on peut dire. Mais je tenais à dire aussi qu'en parallèle, il a fait beaucoup de chansons. Il a fait beaucoup d'albums, de disques. Il a une voix un peu à la Dean Martin, un peu de crooner. C'est pas très connu par le public, mais ça vaut le coup d'être écouté parce que c'est remarquable. Ouais, et ben écoute, c'est fabuleux parce que c'est vrai que c'est un homme qui a touché à tout, mais les Américains, on sait, c'est souvent le music hall, donc c'est danseur, chanteur, acteur, hein. C'est très formateur, oui. Voilà, vers même comédien, on va dire, parce que la plupart, ils passent tous à peu près par le théâtre, hein, à part certains. En France, on a eu des exemples, hein, Lino Ventura, comme disait notre ami Pierre Rousseau, cascadeur niçois. Il est arrivé, il a fait un essai au Grisby et voilà, et il était catcheur et il se retrouve acteur du jour au lendemain. Alors, ça je le sais pas, Robert Conrad, est-ce qu'il avait suivi, avant d'être sportif et de rentrer dans le cinéma, il avait suivi des cours de théâtre, lui? Il a dit qu'il a fait une formation, une école de je sais pas comment on appelle ça, enfin en France. Comédie. Voilà, il a fait une école de comédie et il avait des coachs en fait, quoi. D'accord. Mais ce qu'on sait peu aussi, c'est qu'il a au cours de sa carrière, il a quand même fait de la réalisation. Bien sûr. Donc c'est vraiment des gens complets qui ont ça dans les gènes, quoi. C'est comme Clint Eastwood, c'est le même genre de bonhomme, quoi, parce que il était comédien, tout ça, il a fait de la réalisation pointue maintenant et c'est devenu une référence, quoi. Voilà. Bien sûr. Il a produit aussi, hein. Conrad, il a fondé sa maison de production, la Chaîne Compagnie. Chaîne Compagnie, d'accord. Voilà. Ce qu'on peut regretter, c'est le fait qu'il n'ait pas vraiment percé au cinéma, parce que lors d'une de mes interviews que j'ai eu la chance de faire avec lui par la radio, il avouait en fait que à chaque fois qu'on lui proposait quelque chose, il pouvait pas dire non. Donc il disait oui à tout, et je pense que c'est ça qui l'a un peu écarté du fait de percer, quoi, en fait. Ouais, de faire du long métrage, il faisait plutôt de la série. Alors donc quand on regarde sa carrière, il a jamais eu de traverser du désert, si on peut dire. Il a toujours fait quelque chose, tout le temps. Toujours travaillé. Donc il a commencé par Hawaiian Up, après il a fait les Mystères de l'Ouest. Ouais. Après. Il a fait Les Têtes Brûlées, c'est très connu aussi. D'accord. Mais entre temps, il a fait d'autres séries comme Sloan, Agent Spécial. C'est ça, Agent Spécial. Il a participé à des épisodes de Mission Impossible, de Manix. C'est ça. On l'a vu aussi dans un Columbo, hein, il fait ce professeur de sport, là. C'est ça, oui. Très bien, et puis en plus, il était athlétique, hein, même s'il faisait qu'1m73, c'était un gars bien baraqué, hein.
Tout à fait, oui. Alors pour Steve McQueen, par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a fait lui, il a fait plutôt du long métrage, on le sait. Oui. Qu'est-ce qu'elle te raconte, elle, Neil Adams, quand elle parle de son premier mari, entre parenthèses? C'était son premier mariage? Ouais, c'est ça, c'est son premier mariage. Ils sont rencontrés, se sont mariés en 56. C'était une grande vedette en devenir. D'accord. Et pour que son mari puisse percer, elle a un peu mis sa carrière entre parenthèses, et lui, elle lui a mis le pied à l'étrier, si on peut dire. C'est grâce à l'un de ses agents qui ont fait en sorte qu'il ait le contrat au nom de la loi, de Joss Randall, sur Au nom de la loi. Et ça a été vraiment le début de sa carrière. Même il s'est fait porter malade après pour participer aux 7 mercenaires, pour pouvoir jouer dans les 7 mercenaires, parce qu'il avait un contrat dans Au nom de la loi qui stipulait qu'il ne devait faire que ça. Et donc, étant donné qu'il s'est fait je crois que c'était il a dû faire en sorte comme quoi il avait eu un accident, comme il était féru de moto et de. D'accord. Voilà, donc il s'est mis en absence, si on veut dire, entre parenthèses, et il a participé au tournage des 7 mercenaires, qui a été après vraiment ce qui l'a lancé. Ouais, ça l'a lancé. Il l'a lancé dans le cinéma, quoi. Définitivement, oui. Alors tu t'occupes aussi de plusieurs pages sur Facebook, j'ai vu. Oui. Sur McQueen, explique-nous un peu, c'est toi qui gères la page? Oui, je suis administrateur c'est le site français sur Steve McQueen, donc il y a presque 2300 membres à peu près sur la page. Mm-hmm. Et je suis aussi j'aide aussi un ami qui est sur le Robert Conrad, c'est les Mystères de l'Ouest 50 ans, anniversaire des 50 ans, je crois que ça s'appelle la page. D'accord. Et il y a beaucoup de publications qui sont faites. Donc moi, étant donné que je participe à la radio, je publie des petites vidéos qui montrent Robert Conrad actuellement. Donc les gens sont très très contents de le revoir, en disant que c'est vrai qu'il a pris un coup de vieux forcément maintenant. Normal. Il a 83 ans, donc ça, comme tout le monde, on vieillit, mais c'est vrai qu'on a toujours cette image de gars en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, et pour le public, on le voit pas vieillir, donc forcément quand on le voit actuellement, forcément ça fait un choc, mais oui, c'est toujours là, quoi. Oui, mais il a gardé ses beaux yeux bleus. Exactement. Exactement, hein. Oui. Alors par contre, tu as un intérêt à la musique, alors tu es un fervent aussi admirateur de Michel Sardou, et tu t'es lancé dans la chanson. Oui, enfin, alors à un petit niveau pour le moment, mais je pense que ça va pas tarder, parce que tu as quand même une très belle voix, et tu es sur le chemin là. C'est gentil. Moi c'est vrai que Sardou, il me passionne, parce que j'ai été élevé. Ma mère qui écoutait ça, mon père aussi qui écoutait ça. À la Sardoumania. Moi, je suis né en 67, et Sardou a commencé en 65, donc on peut dire que je suis tombé dedans étant petit, comme Obélix. Bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a toujours suivi, les mélodies, surtout les textes. Quand on sait que c'est lui qui participe à la majorité de ses textes, même s'il y avait Jacques Revaux et Jean-Pierre Bourter qui était pour l'aider, à l'écriture. Bien sûr. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a une très grande culture, et qui vraiment c'est un don, quoi, de d'écrire comme ça des chansons, de les mettre en texte et en bouche surtout, parce que c'est magnifique. Mais quand on en revient à mes prestations vocales, c'est vrai que je me suis lancé depuis quelques années, mais je fais des petites covers que je publie gentiment, quoi. Ouais, mais enfin bon, j'ai vu que tu chantes bien, j'espère que tu vas prendre des cours de chant, parce que franchement tu as une très belle voix. Sous tes conseils, je vais le faire. Eh ben j'espère. En tout cas, pourquoi cet intérêt alors à l'histoire du cinéma? Parce que tu aurais pu être comédien aussi. Alors pourquoi toi, tu as choisi aussi quand même parce que je sais, tu travailles beaucoup, tu prépares un livre, tu es souvent sur des festivals avec des gens qui nous montrent les anciennes séries. Alors en fait, je sais pas d'où ça vient, en fait, parce qu'en fait, dans ma famille, il y a aucune personne qui a de fibre artistique à ma connaissance. Donc je sais pas d'où ça vient, parce que c'est peut-être encore, comme on disait tout à l'heure au début de l'émission, ma solitude qui fait que j'ai eu ce centre d'intérêt, parce que je me suis fait mon propre univers, quoi, parce que moi j'aime bien aussi Jacques Brel, par exemple. Je me rappelle quand j'étais ado, alors que c'est pas du tout un adolescent ne fait pas ce genre de choses-là. Jacques Brel, pour les ados de même maintenant, c'est un ovni, quoi. Donc mais moi, malgré tout, j'ai voulu m'intéresser autre que les succès qu'on connaît, que tout le monde connaît. Je me suis dit, tiens, il a fait quelque chose, je vais voir sa carrière. Donc je m'achetais à l'époque des 33 tours en vinyle, et je me passais ça, et on découvre des pépites. C'est magnifique.
C'est vrai, c'est fabuleux. Oui. Écoute, comment toi, dans les années à venir, là, tu vois le cinéma comment? Tu penses qu'on on aura aussi des acteurs comme l'on a aimé, nous? Est-ce que c'est plus difficile? Bah, je sais pas, parce que moi, ça me fait penser aux années 70, qui était pour moi était le top du cinéma, aussi bien américain que français. Hein. Et j'ai du mal à imaginer le cinéma dans l'avenir, parce que je vois que maintenant il y a des problèmes de scénaristes, il y a beaucoup de remakes qui sont faits en ce moment, bien sûr. Quitte à décevoir même beaucoup de fans, parce que quand on touche à, par exemple, il y a Papillon qui va sortir un remake. Moi, quand on connaît mon amour pour Steve McQueen, j'ai du mal, quoi. Donc je sais pas vraiment, j'ai aucune vision sur ce que pourra devenir le cinéma. Si vraiment il y a des scénaristes qui vont tenir la route et qui vont se faire, qui vont écrire, qui vont travailler, parce qu'il n'y a pas de mystère, c'est le travail qui fait que ça avance, quoi. J'ai l'impression que c'est des générations on se pose sur les acquis et on crée rien, et ça c'est dommage. Ah oui, c'est plus que dommage, puisque quand on voit tout le cinéma ancien, oui. Surtout le western par exemple, d'ailleurs on fera une émission, un de ces quatre, sur le western avec d'autres personnes, comment à cette époque on avait autant des gens comme John Wayne qui ont changé le cinéma, le western. Dès que John Wayne est arrivé, ça a complètement explosé, hein. Ah oui, tout à fait, oui. Hein, oui. Justement, on en parlait avec un ami qui est spécialiste du western. Il me disait que John Wayne a installé la violence dans le western. Au début, c'était gentil, et puis après, dès qu'il est arrivé, il a fracassé le western, hein. Ah oui. Mais c'est vrai que tous ces acteurs américains, Spencer Tracy, Burt Lancaster, tous ces grands acteurs américains, et j'en cite, il y en a plein, ils nous manquent, parce que le cinéma américain qu'on a connu, d'ailleurs la dernière séance avec John Wayne, oui, mais je veux dire Eddie Mitchell qui oui. commentait ça, oui. Ça nous manque quand même, ce cinéma ce cinéma de quartier. Il te manque pas, toi? Ah si, tout à fait, oui. On a beaucoup perdu. Je sais pas ce que, du fait de la société, je sais pas ce qui s'est passé pour que ça devienne. Ça me fait mal de dire ça, mais on est médiocre maintenant. J'ai du mal à retrouver les jours où j'attendais la sortie d'un film avec non seulement pas forcément le titre, mais il y avait, au départ, on faisait le nom sur l'acteur. Par exemple, Delon. Alors on allait tous voir Delon, on s'en foutait du film. Bien sûr. Après le film, on voyait que c'était un chef-d'œuvre ou pas, mais si c'était toujours tourné sur l'acteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme acteur qui fait vendre maintenant? Il y a pas beaucoup de noms qui me font encore rêver. Hein, c'est pour ça que je vois pas trop la vision du cinéma pour plus tard. Ou alors, faut vraiment qu'il y ait un changement radical sur quelque chose qui fait que ça va réattirer le peuple devant les grandes salles, parce que moi ça me manque. Sincèrement, ça me manque. Oui, c'est pour ça justement qu'on fait des biopics, je pense, en ce moment. Il y a eu le biopic de Claude François. Là, on parlait il y a pas longtemps d'un biopic avec Jean Gabin. D'ailleurs, j'ai entendu dans les bruits de couloir que ça devait être l'acteur là, qui est très sympa d'ailleurs, Clovis Cornillac, qui est fan de Jean Gabin. Oui. Alors ça s'est préparé, mais on n'en entend plus parler. C'est vrai que en ce moment, à part Dujardin, Gilles Lelouch au cinéma. Oui. Après, il y en a d'autres très bons, hein, qui font des choses, mais c'est vrai que dans le dernier documentaire de Jean-Paul Belmondo, on entend Anthony Delon qui dit, mais on était tous là, et Dujardin le dit aussi, on était tous là à attendre le dimanche soir le film de Jean-Paul Belmondo ou de Alain Delon. Et je crois que ça vient pas des acteurs, parce qu'on a des très bons acteurs français, ça vient des scénarios qui sont médiocres. On propose rien d'original, je sais pas, il y a rien qui nous fait rêver comme ça nous faisait rêver avant. Alors aux États-Unis, on a quand même eu là Breaking Bad, Dexter, ces séries qui sont un peu aussi sanguinolentes, si on peut dire, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, les scénaristes, surtout les séries, je trouve qu'ils sont quand même plus pointus. Oui, c'est vrai. En ce moment, on voit, alors les séries américaines de l'époque, on les connaît, hein, Mystère de l'Ouest, Cosmos 1999. Oui. On attend, comme tu dis, La Une est à vous avec Bernard Gollet. On attendait tous ces séries du samedi après-midi. Exactement. Et c'est vrai que quand tu vois les anciennes séries, c'est aussi, elles nous ont toutes marquées, puisque on a des livres qui ressortent en ce moment. On a des gens qui comme
Idriss, la personne que tu connais là, qui Iris, les sociétés, Iris, ouais. Voilà, Iris qui fait des livres sur les anciennes séries. Oui. Donc il y a quand même cette passion, elle est là, quoi. Oui, il y a un public, mais je crois que c'est un public vieillissant malheureusement. Oui. Parce que les jeunes de maintenant, c'est surtout les réseaux sociaux, c'est la consommation immédiate. Et j'ai l'impression que c'est complètement un conflit de génération en fait. Ça n'a rien à voir avec notre génération à nous qui avons connu ça. On a connu les débuts de la télé. Maintenant les jeunes, c'est Internet, la télé ça passe en second plan. Hein. Tout se consomme vraiment à la va-vite, comme un Kleenex quoi. Et on prend, on consomme et puis on jette quand on passe à autre chose. Tandis que nous, on a un peu on a besoin d'avoir quelque chose à palper. Oui, c'est nos repères de gosses, ouais, c'est ça. Justement. C'est ça, alors tous les deux, on a un point commun, c'est que justement, on a été très vite abandonnés par nos parents, si on peut dire. Oui. Et donc, on s'est plongé là-dedans. Et c'est marrant, on a Robert Conrad en commun. Et c'est vrai que moi, Robert Conrad, quand je le vois dans les Mystères de l'Ouest, j'ai 12 ans. Ah bah oui. Et je veux devenir Robert Conrad plus tard. Ah bah, bien sûr, on est nombreux dans ce cas-là. Oui, non mais c'est dingue. Après on voit bien sûr en France Jean-Paul Belmondo, on dit je veux être Belmondo aussi. Donc c'est quand même fou parce qu'on a ça dans les gènes et on a ce côté historien. D'ailleurs, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui à faire cette belle émission Écran Large, grâce à notre ami Yossi, qui m'a donné cette chance et qui fait que cette passion de rencontrer encore et de discuter avec des gens comme toi. Parce que je remercie aussi. Hein. Oui, parce que c'est les gens de l'ombre comme toi qui font évoluer le cinéma, justement. On met notre petite pierre à l'édifice, comme on dit, mais étant donné qu'on est dans l'ombre, ça fait pas avancer les choses, mais c'est pour notre bien-être à nous. Moi, personnellement, que je sois reconnu ou pas, je m'en fiche. Oui, c'est le fait sûr. que moi, je prends plaisir à ce que je fais. Après, c'est gentil de me mettre en lumière aujourd'hui. ça me touche beaucoup. Non, mais parce que les gens, ils ne te connaissent pas, mais il y a la richesse du travail que je connais moi déjà. Oui. Et c'est vrai que tu sais, par exemple, qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de faire un petit projet sur Johnny Weissmuller, et tu as été le premier à m'envoyer une centaine de photos. J'ai dit, mais d'où il est allé les chercher, quoi? Je fouine, faut chercher sur Internet. Quelque part, les réseaux sociaux, je suis en train de les critiquer, mais en même temps, ça a des bons côtés. Oui, ça a aussi ce bon côté. Ah oui, heureusement. Et heureusement, bien sûr. Et donc, tu m'as parlé hier, on discutait pour un autre projet. C'est vrai que Neil Adams compte te revoir sur Paris, parce qu'il y a quand même, on peut en parler là, il y a quelque chose qui se prépare sur Steve McQueen. Ça fait plusieurs années, il y a un biopic qui est prévu. D'accord. Et donc je lui ai demandé, suite à mon coup de téléphone pour son anniversaire, je lui ai demandé si je pourrais la revoir sur Paris. Elle a dit que oui, pour la sortie de son film. Alors c'est vrai que ça fait des années qu'on entend parler de ça. Parce qu'elle a écrit un livre, il faut savoir qu'elle a écrit un livre sur sa relation avec lui et qui a fait un tabac là-bas aux États-Unis. Et le biopic qui est prévu, ce sera basé sur une partie de son livre. Donc je sais pas si elle parlait de ça. Donc je peux pas en dire plus. Bien sûr. Voilà. Alors explique-nous justement. Elle t'a quand même, tu as entendu des choses. Steve McQueen, hormis sa grande carrière dans le privé, c'était quand même pas un gars très facile. Ah, c'était un violent, elle en a enduré avec lui, parce que il fumait des joints déjà tout jeune, hein. Il était en maison de redressement, tout ça. C'est pas pour rien, quoi. Il a failli devenir un délinquant, il le disait lui-même, de toute façon, hein. Donc avec sa relation avec lui, étant donné que c'était un beau garçon, et puis il a profité de sa notoriété, donc elle a fermé les yeux sur beaucoup de choses, hein. D'accord. Et après, il a pris des drogues un peu plus lourdes, si on peut dire. Et c'est ça qui a fait capoter leur mariage. Ils se sont séparés quand ils faisaient le tournage du Mans 70. D'accord. Ils ont divorcé à la suite de ça, quoi. D'accord. Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai entendu que Steve McQueen, comme Jean-Paul Belmondo tournait le Magnifique avec Jacqueline Bisset, qu'elle venait de tourner avec lui, Bullitt, ce serait Steve McQueen qui aurait dit à Jean-Paul de faire la scène dans le Marginal avec la même voiture, presque. Ah ouais. C'est pas la même Mustang, mais il lui avait dit fais cette scène en France et tu verras. Et c'est vrai que Jean-Paul, à un moment, on en parle souvent des fois dans des discussions cinématographiques. C'est vrai que ça a été le premier avec Steve McQueen à être le flic blouson basket tranquille. Ouais. Ils ont lancé cette mode. C'est vrai. Le flic à l'époque avait une image pas de sympa, si vous voulez, mais
Là, c'était le flic copain, quoi, sur lequel on pouvait compter, et qui était pas là forcément pour faire des brimades, quoi. Et c'est ce côté-là qui avait été rarement exploité au cinéma, et c'est vrai ils sont partis dans cette veine-là. Et on a cette image maintenant du flic. C'est grâce à ce changement qu'ils ont apporté, en fait. Alors c'est marrant parce que je vais me permettre d'en parler. Dans les films, on voit le commissaire ou l'inspecteur principal qui négocie avec une balance en lui faisant un cadeau, et nous entendons des fois un gars comme Néret qui malheureusement a été poursuivi pour des choses malheureusement qui sont en rapport avec la vérité des films, puisqu'on voit que justement dans Bullitt, à un moment il négocie un contrat et l'autre lui dit mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi après? Alors il dit j'ai un des détenus, un de ses amis à lui qui est en prison. C'est ça, c'est rigolo parce que en fait la vérité elle est quand même écrite dans les films aussi. Hein. Ah bah de toute façon c'est rien de dévoiler ça, parce que de toute façon comment voulez-vous résoudre des enquêtes sans avoir affaire à des malfrats comme ça qui pour trouver des arrangements. Je veux dire, ça y a rien de choquant. Moi quand on me dit ça me choque pas du tout. Bien sûr. Ok. Pour résoudre une affaire, on met le pied où il faut pas, hein, souvent. Hein. Bien sûr. Écoute, mon cher Christophe, on te remercie de cette magnifique émission. C'était sympa de votre part, en tout cas, c'est gentil. En tout cas, écoute, on te souhaite une suite logique de rencontres et de belles choses qui vont arriver. En tout cas, c'est ton cas, puisque tu prépares plein de belles choses. Et surtout, on te remercie d'avoir livré tous ces secrets, parce qu'il y a quand même eu des secrets, sur RCN. On te remercie encore. C'est gentil, puis longue vie à Grand Large. Hein. Écoute, je te remercie, je t'embrasse, passe une très belle journée. Au revoir, bonne journée. Vous avez pu entendre la bande originale du film Les 7 mercenaires, sorti en 1961, composé par Elmer Bernstein. La semaine prochaine, on reçoit Christian Bernard, scénariste, dialoguiste et auteur dans le monde littéraire du cinéma. Il a mis en scène 5 pièces de théâtre amateur à Paris dans les années 90. Il nous parlera de son parcours qui n'est pas fini, puisqu'il s'efforce de faire éditer des livres sur différents autres sujets. Il aime aussi écrire sur le bouddhisme. Il est d'ailleurs en train de contacter les éditeurs pour éditer des livres dans ce domaine-là. Merci à tous en tout cas de suivre Écran Large sur RCN. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre par notre mail bien sûr, écranlarge.rcn@gmail.com. Grosse bise et merci à tous de nous suivre.
Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast.